Merci Benoît. Oui, donc comme le disait Benoît, nous allons parler aujourd'hui des plateformes financières pour poursuivre ce cycle et presque le clôturer. Alors on peut penser que la finance est peut-être un sujet particulier parmi tous les autres, mais en fait il est assez central. Pourquoi ? Parce que toutes les initiatives que vous avez étudiées pendant ce cycle, que ce soit Airbnb, Uber ou Deliveroo, donc ce nouveau mode économique des plateformes, doivent se financer quelque part. Et en général, ce sont des modèles qui commencent par des start-up, par des petites et moyennes entreprises. Et donc, la question du financement est peut-être plus difficile que des grandes entreprises. Alors, de manière traditionnelle, généralement, quand on veut se financer, on va d'une part chez des établissements de crédit, chez des banques, pour prendre un prêt bancaire, ou on décide d'émettre des actions, d'avoir des investisseurs qui investissent dans le capital, ou des obligations, c'est-à-dire de la dette. Mais alors, avec ce développement de la société des plateformes, va se créer un nouveau besoin de financement, un nouveau besoin d'accès pour les petites et moyennes entreprises à la finance. Et dans ce cadre, le même modèle des plateformes va être adopté en finance, notamment en matière de crowdfunding, donc de financement par la foule sur ces plateformes, et également dans tout ce qui est Initial Coin Offering. Alors pour étudier cette question, on s'est posé deux questions plus globales. D'une part, comment est-ce que le modèle économique de la plateforme est venu bouleverser, est venu perturber le secteur financier, donc le disruptive effect du nouveau modèle. Et d'autre part, s'il y a un disruptive effect, quelle va être la conséquence d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue régulatoire ? Et ça nous a amené à une idée, à une thèse, si on peut dire, que finalement, l'économie des plateformes va transformer les marchés financiers et l'intermédiation pour venir reposer la question de la régulation du secteur bancaire et financier et sa surveillance. Alors pour étudier ces questions et cette thèse, cette ligne rouge, on va procéder en 3 points. D'une part, on va, dans le cadre d'une introduction, revenir sur le b.a.-ba de la finance, de l'intermédiation et de la réglementation, parce qu'il faut savoir, évidemment, si on dit que ça perturbe, il faut savoir de quoi on part. D'autre part, dans un point 2, je vous parlerai de ma recherche en matière de crowdfunding. Et enfin, Thylaine vous parlera de sa recherche en matière d'ICO et de monnaie virtuelle. Super. Merci Pauline. Alors, il faut d'abord savoir ce que c'est que la finance. La finance, c'est une activité d'intermédiation par nature. Okay. Pourquoi ? Parce qu'on transforme le capital dormant, notamment l'épargne des individus, en capital actif, que sont les crédits que les entreprises utilisent pour financer leurs projets. Alors ici, on a donc la distinction entre les managers, les administrateurs, donc les entrepreneurs qui ont un projet, et ceux qui détiennent la propriété sur ces entreprises. Alors, il faut donc s'assurer que l'entrepreneur puisse trouver les bons investisseurs qui sont prêts à donner de l'argent pour financer son projet. Et donc ça, c'est essentiel pour le capitalisme. Comme le dit Ludwig von Mises, qui était un économiste de l'école autrichienne, on n'aurait pas de capitalisme sans la finance, sans cette distinction entre la propriété et le management. Ok. Alors, tout a commencé à Rome. Évidemment, tous les chemins mènent à Rome, et celui-là, il part de Rome. Pourquoi ? Parce que Rome était un grand empire basé autour de la mer méditerranéenne. Et alors, il fallait ramener, par exemple, du blé de l'Égypte à Rome. Évidemment, ces expéditions comportaient des risques. Et le navigateur n'avait pas forcément assez d'argent pour financer ce projet, cette expédition. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On crée le contrat societas, ou le contrat de société. Cela a permis au navigateur de trouver un citoyen riche à Rome qui pouvait donner du capital pour financer l'expédition. Ensuite, le navigateur est parti, par exemple, en Égypte,
à ramener du blé, pour ramener du blé, mais si l'entreprise a échoué, en fait, ils se sont partagés les risques. Si l'entreprise a bien abouti, alors ils se sont partagés les profits. Donc le contrat de société permet donc aux managers, aux navigateurs et aux investisseurs de s'associer ensemble pour partager le capital et les risques. Évidemment, on a un problème de matching ou d'appariement. Il faut que l'investisseur trouve le bon navigateur, il faut que le navigateur trouve le bon investisseur. Mais là, ça a permis de mobiliser en fait, l'épargne des citoyens riches. Voilà. Par exemple, Astérix qui finance le projet de menhir de Obélix. Donc, on a un regain d'intérêt en fait à Venise, à Genoa, au XIIe, XIIIe siècle, parce que en fait, c'est toute la ville qui a utilisé ce contrat de société pour financer leur commerce. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'avant, c'était juste un citoyen riche ou deux citoyens riches qui ont donné de l'argent. Mais là, on a distribué en fait les parts de ces entreprises à beaucoup de gens, à toute la ville. Donc, on pouvait mobiliser plus de capital. Rappelez-vous, par exemple, quand vous étiez au lycée, il fallait mobiliser l'épargne de vos parents. C'était très difficile parce qu'il fallait les convaincre. Et c'était la même chose. Ici, on a des parents qui sont riches, relativement par rapport à nous, mais il faut les convaincre. Donc, il faut assurer certaines garanties. Ces garanties, c'est le droit qui les assure ensuite. Et donc, à Bruges, qu'est-ce qui commence à se passer au XVIIe siècle? En fait, ce sont les taverniers qui prennent le premier rôle des intermédiaires. Parce que dans leurs tavernes, en fait, il y a beaucoup de gens qui fréquentent les tavernes, et donc les taverniers peuvent convaincre les investisseurs de donner leur argent pour financer ensuite les projets des entrepreneurs. Et ainsi, on peut mobiliser beaucoup plus de capital qu'auparavant. Évidemment, la ville doit garantir l'honnêteté des transactions. L'honnêteté des transactions. À Bruges, on n'a pas encore de bourse, mais la bourse est essentielle. Pourquoi est-elle essentielle? Parce que si on ne peut pas revendre notre titre de propriété, par exemple, l'action de Microsoft, si je l'achète et je ne peux pas la revendre, ça veut dire que je dois être vraiment, vraiment sûr que je veux investir dans Microsoft. Par contre, s'il existe un marché secondaire pour les actions, je peux acheter cette action de Microsoft, je me dis, je leur crois, je leur fais confiance maintenant, mais si jamais je perds confiance dans ce projet de Microsoft, je peux toujours revendre les actions à quelqu'un d'autre. Donc les marchés secondaires sont très importants et ils ont permis en fait au XVIIe, XVIIIe siècle aux Néerlandais notamment de financer les expéditions en Inde comme ça. Bon. Donc en fait, au cours de l'histoire, nous avons donc deux modèles qu'on appelle maintenant les modèles traditionnels de finance qui émergent. Donc un modèle qui passe par les taverniers, donc on a une intermédiation aujourd'hui par les banques, ou un modèle des bourses où en fait on a les investisseurs et les entrepreneurs qui s'apparient, qui achètent et revendent les titres sur une bourse. Et donc Pauline va expliquer donc l'intermédiation moderne par les banques. Oui, donc en fait, le modèle le plus connu, c'est évidemment le modèle bancaire, qu'on connaît tous parce qu'on en fait normalement tous partie, qui est le modèle par lequel vous et moi allons déposer notre argent à la banque et par lequel la banque va utiliser cet argent qui est le nôtre pour l'attribuer à des autres projets. Alors, c'est un certain nombre d'avantages. D'une part, ça permet, avec beaucoup de petits déposants, de financer des projets beaucoup plus grands. Donc, comme que tous les dépôts d'un certain nombre de personnes de cet auditoire permettent à une famille d'acheter une maison à travers un prêt hypothécaire. D'autre part, ça permet aussi une conversion de la maturité du crédit. Donc, à un moment donné, d'avoir comme tous les dépôts arrivent au fur et à mesure et que les crédits se font à long terme, de permettre un plus long terme des crédits qui sont octroyés. Et d'autre part, et enfin, il y a une altération des risques liés au crédit. Pourquoi ? Parce que les établissements de crédit, en tant qu'intermédiaires, ont une connaissance
de vous, de moi, de nos habitudes, de notre solvabilité. Et donc, puisqu'ils ont cette connaissance, ils vont savoir si ça vaut la peine de nous donner un crédit ou non. Ils vont établir des méthodologies en matière de scoring de crédit qui va leur permettre de savoir s'ils nous octroient un crédit. Cependant, on a vu, au fur et à mesure de l'histoire, que ce modèle a fait plusieurs fois défaut, puisqu'il y a eu plusieurs fois des crises. Et puisque, comme je l'expliquais, la banque détient tous nos dépôts, c'est-à-dire toute l'épargne publique, ça crée des conséquences relativement importantes au niveau de la société. Et donc, on a décidé de créer de la régulation spéciale, de la réglementation spéciale et un système de surveillance spécial pour cet intermédiaire-là, pour la banque. Et donc, d'une part, on veut protéger les consommateurs, faire que vous et moi, quand on investit, quand on donne, on soit protégés. D'autre part, puisqu'on parle d'argent, on veut éviter qu'il y ait des malhonnêtetés, donc on veut permettre une intégrité au niveau de ce système-là. Et puis, on veut, et c'est évidemment un des enjeux depuis 2008, assurer la stabilité du système. Et donc, on a développé toute une réglementation particulière en matière prudentielle qui vise à évaluer tout établissement de crédit quand il veut s'établir. Donc, c'est un système d'agrément, d'autorisation qui vise à assurer des règles très spécifiques au niveau de la gouvernance bancaire, de s'assurer que les actionnaires des banques soient particuliers et d'avoir un contrôle au jour le jour de toutes ces règles, donc à travers des autorités de surveillance particulières. Alors, comme je le disais, depuis 2008, on est dans le paradigme prudentiel. On est en plein dedans. On a changé un certain nombre de choses, notamment au niveau européen avec le mandat de la BCE. Mais on a aussi, au niveau global, belge et européen, augmenté les exigences prudentielles. Et ça va avoir un effet au niveau de l'offre de crédit qui va pouvoir être faite par les établissements de crédit. Et plus particulièrement, ça va toucher ceux qui ont plus difficile d'avoir accès au crédit, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises qui, elles aussi, ont plus de difficultés à avoir accès au marché financier parce que ça a un coût. L'autre manière de se financer, c'est le financement direct. C'est là où les entrepreneurs peuvent offrir les parts de leur société directement sur une bourse. Alors, comment ça se passe? En fait, l'entreprise présente un projet d'entreprise, puis on crée une société anonyme qui est la forme juridique en fait, de l'entreprise. Okay, cette forme juridique, ça permet les garanties, ça offre des garanties aux associés pour partager donc, le capital et les risques. On a créé, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, en fait, avec les Néerlandais, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé le caractère intuitus personae le caractère intuitus personae au contrat de société. C'est-à-dire que les titres étaient plus facilement échangeables. Et c'est ça ce qui permet, en fait, de créer une bourse ensuite. Donc, on crée une société anonyme, on doit offrir plein de garanties. Et si on veut s'introduire en bourse pour mobiliser encore plus de capital, on doit passer par plusieurs étapes, notamment la due diligence. En fait, ce sont les cabinets d'avocats ou les banques qui vont regarder tous les contrats de la société pour l'évaluer. Et ensuite, on propose, dans un premier temps, on propose un prix des actions, qui sont des parts de l'entreprise, aux investisseurs. Bien, si je prends l'exemple de Facebook, qui a été créé, je pense, en 2007-2008, et il voulait s'introduire en bourse en 2012. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Le JP Morgan et Goldman Sachs ont fait due diligence, ils ont proposé un prix, puis ils s'introduisent en bourse sur la New York Stock Exchange. Sauf que là, les algorithmes de trading à haute fréquence ont créé un krach boursier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après 1 heure, New York Stock Exchange, la bourse, a arrêté le trading, a annulé les transactions. Et ensuite, JP Morgan et Goldman Sachs ont remboursé les acheteurs. Donc, même si je dis que le financement est direct, ça passe quand même par un certain nombre d'acteurs financiers, d'intermédiaires financiers qui garantissent en fait la valeur des actions de Facebook. Si ça se passe mal sur la bourse,
on va tout simplement rembourser. Mais c'est pas simplement Facebook qui rembourse, en fait, c'est la New York Stock Exchange aussi et les courtiers. Donc, pour simplifier, on a ce schéma des bourses où, par exemple, aujourd'hui, si on veut investir, on doit quand même créer un compte de trading pour éviter le blanchiment d'argent. On doit donner notre identité. Donc, ça, c'est la première régulation. Puis ensuite, les entrepreneurs, ils doivent vraiment détailler leur projet. Le minimum qu'on doit faire, c'est le prospectus qui comporte à peu près 500 pages. Là où on détaille le business plan, les comptes de résultats futurs, etc. On doit aussi publier les comptes de résultats par quart de l'année. Donc on doit informer les investisseurs pour qu'ils sachent quelle est la vraie valeur, pour qu'ils puissent évaluer de leur côté les actions et ensuite les acheter ou vendre. Évidemment, les bourses, ils jouent un rôle aussi. Les bourses surveillent le trading pour éviter les manipulations, par exemple. Et on a aussi, évidemment, le régulateur financier, comme ESMA au niveau européen ou FSMA en Belgique, qui surveille, en fait, et les bourses et les investisseurs et les entrepreneurs. Et donc, pour garantir la stabilité systémique. Mais les bourses ont toujours été nationales, en fait, dans un pays. Donc, par exemple, New York Stock Exchange était typiquement une bourse pour financer les projets de railways, donc des rails, des chemins de fer entre l'ouest et l'est des États-Unis, par exemple. Par contre, aujourd'hui, l'endroit où on fait le plus de transactions financières, ce n'est même pas une bourse, mais c'est une plateforme des bourses. CME Globex, en fait, offre aux traders l'accès à plus de 150 bourses à la fois. Pourquoi c'est important? C'est important parce que si les Américains n'aiment pas mon projet, par exemple, je peux quand même mobiliser l'épargne des Chinois. Donc je peux mobiliser là, par Internet, en fait, l'épargne de tout le monde, partout. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Vu le nombre de régulations que j'ai rapidement mentionné tout à l'heure, en fait, ces projets sont souvent destinés à des grandes entreprises. Pourquoi? Parce que les grandes entreprises sont aussi plus stables, et elles ont plus de collatéraux, donc plus de garanties aussi. Alors que les petites entreprises, c'est souvent des projets au début où on ne sait pas, on veut devenir une grande entreprise, mais donc on est encore petit, donc il y a encore un chemin à faire, donc il y a beaucoup de risques encore à prendre. Et donc, en fait, la finance traditionnelle a souvent été réservée aux grandes entreprises. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec Internet? On s'est dit, mais pourquoi passer par toutes ces banques et toutes les bourses officielles et tout ça, si on peut tout simplement créer un site Internet et mobiliser l'épargne de n'importe quel individu, n'importe où dans le monde, pour financer mon projet d'entreprise. Donc, on ne passe plus par ces intermédiaires traditionnels, ou un peu moins en tout cas, mais on passe par les sites Internet, par les plateformes. Donc on a là deux nouveaux modèles qui se développent. C'est le modèle de crowdfunding que Pauline va expliquer, puis je vais expliquer l'autre modèle basé sur la technologie blockchain, qui est le modèle des ICO, ou Initial Coin Offerings. Merci. Alors je vais parler du crowdfunding, ou en français du financement par la foule. Si on regarde cette image, on se dit que finalement, ça a l'air plutôt simple. Il s'agit d'un projet, d'un entrepreneur qui cherche de l'argent et qui va demander à vous et à moi, à la foule, de le financer. Concrètement, ça a l'air d'un financement plutôt direct, plutôt qu'un intermédiaire comme la banque auquel je me référais tantôt. Pourtant, on peut questionner ça, et c'est ce que je vais faire dans les quelques minutes qui suivent. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que le crowdfunding est une source de financement qui est en pleine expansion. Ça a vraiment énormément augmenté dans les dernières années, seulement depuis 2012, et qu'il y a un nombre important de différences au sein du crowdfunding même. Donc il y a différentes finalités. Il y a des finalités qui sont plus sociales. Donc par exemple le site KissKissBankBank qui vous permet de
financer des projets plus sociaux, ou alors le montage d'une pièce de théâtre, ou des choses comme ça. Ou des finalités plus lucratives, donc de monter un projet qui doit ramener du profit. Mais aussi, il y a différents types de crowdfunding, donc qui peut être donc, sous la forme d'un don, donc typiquement pour des projets sociaux, mais qui peut aussi prendre la forme d'un placement, donc d'un investissement, d'un prêt, ou alors ça existe aussi qu'on va vous rémunérer en nature, c'est-à-dire que vous donnez un certain nombre d'argent pour un projet, typiquement le lancement, par exemple, d'une montre, et vous obtenez, avant la mise sur le marché, un exemplaire de cette montre. C'est une autre manière de faire du crowdfunding. Alors, il y a différents types d'acteurs qui sont dans le crowdfunding, et ces acteurs, c'est généralement des startups. Donc, c'est des sociétés à part. Mais la tendance est en train de changer, ou en tout cas est en train de s'inverser. Pourquoi ? Parce que les acteurs traditionnels dans le secteur financier, les banques, les fonds d'investissement et autres, commencent à s'associer ou à monter leur propre plateforme de crowdfunding. Alors l'exemple typique belge, c'est KBC qui a lancé la plateforme Bolero. Si on regarde d'un point de vue géographique, on voit aussi que le marché est principalement divisé, est principalement présent en Amérique du Nord et en Europe. Et que, en tout cas, au niveau européen et principalement en Belgique, l'attitude de départ était plutôt positive au niveau de la réglementation. Alors pourquoi ? Parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, en 2008, on a la crise qui va conduire à une sorte de ralentissement des liquidités qui sont données par les banques et un ralentissement de l'économie, puisque sans financement, l'économie ne peut pas émerger. Se pose donc la question de la relance, avec en arrière-plan l'idée qu'on ne veut pas lever les obligations réglementaires sur les banques, puisqu'on veut quand même un petit peu les punir, ou en tout cas éviter qu'elles ne recommencent. Et ce nouveau mode de financement, le crowdfunding, attire parce que ça permet en fait de financer des projets plus petits, et principalement les PME, à travers quelque chose de nouveau. Et donc, il va y avoir une prise de position de la part du législateur belge relativement favorable dans une loi du 25 avril 2014. C'est pourtant des dispositions diverses. Le législateur va instaurer des exceptions sous certaines conditions à l'obligation de publier un prospectus pour le crowdfunding, pour autant que le montant investi par l'investisseur soit inférieur à 1 000 € et que le montant total du projet soit inférieur à 300 000 €. Alors c'est assez amusant dans la mesure où le même jour paraît au Moniteur la nouvelle loi bancaire qui établit un certain nombre d'exigences réglementaires sur les banques. Donc on a un mouvement de levier. Donc d'une part, on resserre le cordon autour des banques, et d'autre part, on facilite le financement en matière de crowdfunding. Un an plus tard, donc en 2015, on va instaurer des avantages fiscaux pour ce type de plateforme. Donc de nouveau, on est dans une attitude relativement positive. Puis, en 2016, un cas en Belgique va faire relativement parler de lui et va conduire à accélérer un mouvement de réglementation plus strict par rapport au crowdfunding. Alors, si on prend en fait la question du crowd, on pourrait se dire d'une part, au niveau des acteurs, on doit avoir d'une part un projet, d'autre part une plateforme et d'autre part des investisseurs. Et donc ici, on avait donc une plateforme qui proposait un certain nombre de projets, comme vous le voyez là. On avait une société civile, donc un entrepreneuriat qui proposait en fait de mettre au point un site médiatique plus axé sur les jeunes, avec des informations de tout type de calibre, comme on peut le voir. Et tout investisseur pouvait, mais donc là c'est pas le même projet, mais c'est le même principe, pouvait aller sur le site et pouvait décider d'investir
dans le projet. Seulement, si ça a l'air très simple et qu'on se dit en fait j'ai investi directement dans le projet, il y a quand même une petite nuance qui est le petit cadre bleu en dessous du projet, qui est les conditions du projet. Et si on clique sur ça, on tombe sur le prospectus dont parlait Tylène, un document de 100 pages qui explique le contrat et dans quoi on s'engage, et qui vient reposer cette question finalement, est-ce qu'on investit directement dans la plateforme, est-ce qu'on est dans le projet, est-ce qu'on est dans le cadre d'un financement direct? Et au vu de la structuration de l'opération, on peut en douter. Pourquoi? Alors, dans le cadre qui nous occupe, la structuration était relativement complexe. Donc, on avait d'une part la plateforme, donc, qui agissait à travers d'une société financière, et d'autre part une entreprise, la société cible, qui était ce fameux média. Et en fait, la manière dont c'était structuré, c'était que la société financière émettait des notes participatives, une sorte de dette, qui était reliée à un compte analytique. Et grâce à l'argent qui était donné pour l'émission de ces notes, investissait une partie de cet argent dans la société cible. Alors pourquoi je dis une partie? Parce qu'il prélevait 12% de frais de gestion. Et ça, c'est important. Alors, ça veut concrètement dire que vous et moi qui pensions investir directement dans la société cible, en fait, la seule chose que nous avons, c'est un titre à l'encontre de la société financière. Et seule la société financière est actionnaire de la société cible, donc du projet d'entreprise. Alors ça a évidemment un certain nombre d'avantages pour la plateforme. D'une part, la société financière, donc à la base de la plateforme, elle avait une bonne commission, puisque 12%, c'est quand même sur le marché relativement élevé. D'autre part, elle est actionnaire directe de la société cible. Et enfin, elle pouvait décider à tout moment de céder ses actions dans la société cible, ce qui conduisait au remboursement de la bourse, au remboursement de la foule, à savoir vous et moi. Par contre, vous et moi qui avions investi dans ce projet de médias, nous avions à supporter un certain nombre de risques. Puisqu'on n'est pas actionnaire directement de la société cible, donc du projet de médias, on n'a pas les droits attachés au titre, donc on n'a pas de représentation au niveau de l'Assemblée générale de la société cible. D'autre part, on risque que la société de financement, donc celle qui a émis les titres de dette, ce qu'on a vraiment, tombe en faillite. Et donc on doit supporter ce risque. Par ailleurs, on n'a pas de date de financement, de remboursement qui était prédéterminée. Et on sait que le rendement est relativement variable, puisqu'il n'y avait pas d'assurance que la société cible fasse du profit. Enfin, puisqu'il y a une société entre le média et nous, il y a risque d'y avoir des conflits d'intérêts. Et les titres dont on dispose sont relativement peu liquides. Et en fait, tout ça va conduire à un problème quand il va y avoir une sortie de l'investissement du véhicule. Pourquoi? Parce que, donc, comme je le disais, la vente des actions du véhicule d'investissement dans la société média conduit au remboursement de la foule, c'est-à-dire à vous et moi. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au moment de cette vente qui va être déterminée de manière unilatérale, sans demande à vous et à moi, on va vendre à un prix 10% supérieur au prix d'émission.
Et donc ça va conduire en fait à une perte pour la foule, puisque comme vous le saviez, enfin comme je l'ai expliqué, les investisseurs ont payé 12% de frais à la plateforme d'émission. Et ça, ils ne l'avaient pas vu vraiment passer, ils ont fait une perte, et ça a causé un certain nombre de bruits dans les médias et un certain débat public sur le crowdfunding, ses risques et sa transparence. Donc, quid des frais qui sont liés à ça? C'est finalement pas si peu cher que ça. Quid de l'information des investisseurs, de vous et de moi? Est-ce que quand on utilise un véhicule de financement, le véhicule de financement peut tout faire? Est-ce qu'on ne doit pas établir un certain nombre de règles de gouvernance? Et ces questionnements-là vont conduire à une loi le 18 décembre 2016 qui va en fait reconnaître le crowdfunding et va l'organiser. Alors il vise les plateformes de placement, donc on n'est pas dans le cas des dons ou celles où il y a un paiement en échange d'un avantage en nature, donc c'était mon exemple des montres. Et on va instaurer un certain nombre d'exigences en matière d'agrément. Donc les plateformes vont aussi devoir recevoir une licence en matière de gouvernance et on va être très attentif, notamment pour les plateformes de crowdfunding qui utilisent des véhicules d'investissement. Pourquoi? Parce qu'on veut permettre une information de la foule à chaque moment et une absence de conflit d'intérêts. Alors si on regarde ce régime, et si vous réfléchissez au régime bancaire que je vous expliquais au début de la séance, en fait on se rend compte qu'il y a un certain nombre de similitudes. On est de nouveau dans quelque chose de régulation, en matière d'agrément, en matière de gouvernance, mais avec des particularités qui en fait trouvent leur source dans les problèmes qu'on a vus, notamment dans le cas que j'ai expliqué. Et d'autre part, au vu de cette réglementation, on se rend compte que la nouveauté est rattrapée par cette réglementation et on se demande dans le fond, est-ce que ça ne va pas la limiter? C'est d'autre part, enfin, une réglementation qui est nationale et l'émergence de cette réglementation nationale va se passer dans d'autres États de l'Union européenne, ce qui va conduire la Commission, le 8 mars dernier, de se dire, finalement, est-ce qu'on ne ferait pas une réglementation du crowdfunding au niveau européen? Et donc, le 8 mars n'est pas seulement dédié aux femmes, mais maintenant aussi dédié au crowdfunding, puisque donc, la Commission va, dans cette proposition de règlement, en fait, innover et va mettre en place un régime assez intéressant. C'est-à-dire qu'ils vont dire, au lieu de passer par les techniques d'harmonisation traditionnelles, qui est on va faire une harmonisation minimale, une reconnaissance mutuelle et autres, ce qu'ils vont dire, on va plutôt instaurer un système complètement harmonisé sur base réglementaire et une surveillance complètement harmonisée, donc au niveau de l'ESMA. Donc on va lui donner des pouvoirs directs de supervision de ces plateformes, mais ce sera un système de opt-in. C'est-à-dire, en fait, soit vous choisissez de rester sous la législation nationale, et donc vous n'avez pas de passeport européen, soit vous optez pour le système de réglementation européen, donc qui est encore pour le moment au niveau de la proposition. Et si vous passez sous ces nouvelles règles et sous la supervision directe de l'ESMA, alors vous avez un passeport. On verra comment ça se fera. C'est assez intéressant, je trouve, en matière d'évolution et comme matière qui a été faite. Il faut savoir que cette solution a été trouvée suite à des consultations avec les parties preneuses et les acteurs du marché, les acteurs du marché. Et donc, on verra vers où on va, mais c'est en tout cas quelque chose, à mon avis, qui sera à suivre. Toujours est-il que ce retour de la réglementation sur la scène du crowdfunding, et puis le fait que même quand on avait fait des mesures en faveur du crowdfunding, on a vu qu'il y avait quand même une limite au niveau des montants investis, vont faire qu'on peut se demander aujourd'hui s'il n'y a pas des moyens de faire des financements moins chers
et à plus grande échelle. Et effectivement, cette demande pour faire encore moins cher et plus d'argent va conduire à l'émergence de nouveaux modèles de financement, dont les Initial Coin Offering, qui vous sera présenté par Tilen. Merci. Merci, Pauline. Alors, tout à l'heure, je parlais de l'introduction en bourse de Facebook, qui s'appelle en anglais, enfin l'introduction en bourse en anglais s'appelle Initial Public Offering, c'est-à-dire l'offre des actions au public. Alors, on commence à utiliser la technologie blockchain pour faire des Initial Coin Offerings, c'est-à-dire on va offrir des coins contre l'argent plutôt que des actions contre de l'argent. Je vous explique comment ça fonctionne. Alors avant d'expliquer ce que c'est que les Initial Coin Offerings, j'aimerais bien expliquer la technologie blockchain. Et pour comprendre la technologie blockchain, il faut peut-être, ce serait bien d'essayer de comprendre l'ultime réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, le Guide du voyageur galactique, mais dans ce livre, on a une histoire d'une race d'êtres super intelligents qui se posent cette grande question sur la vie, l'univers et le reste. Ils construisent un ordinateur qui prend 7 millions d'années et demie pour calculer la réponse. Et la réponse est finalement 42. Personne ne comprend la réponse. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que le numéro 42, en fait, contient, en quelque sorte, la vie, l'univers et le reste. Donc, en fait, je résume toute l'existence à un seul numéro, 42. Et c'est ça ce qu'on fait, en fait, avec la blockchain. Si je fais l'opération inverse, je peux mettre le numéro 42 dans l'algorithme du superordinateur et j'aurai toute l'existence, la vie, l'univers et tout le reste. C'est très intéressant parce que c'est moins volumineux. Je ne dois pas me balader avec tous les dictionnaires du monde. Je peux simplement me balader avec le numéro 42, puis je l'insère dans l'ordinateur et j'aurai tous les dictionnaires. Donc c'est très utile pour Internet, parce qu'on sait très bien que le stockage des données présente un problème sur Internet. Alors, on a un autre avantage de cette technologie, parce qu'on peut signer de manière digitale un document. Qu'est-ce qui se passe quand on signe un document avec un encre? En fait, l'encre va rentrer dans le papier. Du coup, l'encre et le papier, le document, seront indissociablement liés. Pardon. Et c'est ça ce qui prouve, en fait, la véracité du document. Alors, on peut faire la même chose avec ce superordinateur. Je peux mettre une facture et ma signature. J'utilise le superordinateur, qu'on va désormais appeler la fonction hash, qui va sortir un numéro à 2 chiffres. Donc, je peux mettre des factures, ma signature, et ce qu'on obtient, c'est le numéro 97. Mais je peux aller encore plus loin. Je peux mettre ce numéro 97 dans un autre bloc d'informations où je rajoute une deuxième facture et une deuxième signature. Ma signature, pourquoi? Pour valider que j'ai bien dépensé, en fait, cet argent. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça, quand on fait ça? En fait, on crée une chaîne de blocs de mes dépenses. Okay? On sait très bien que mes dépenses numéro 2 viennent après les dépenses numéro 1. On ne peut pas changer, en fait. Alors, la question pour un champion, que contient le numéro 43 maintenant? Qui le sait? Eh bien, le numéro 43 contient en fait la facture numéro 3 et ma troisième signature, mais aussi numéro 08 qui contient en fait la facture numéro 2, ma deuxième signature, et aussi numéro 97 qui contient la première facture. Donc, si je fais une chaîne de blocs d'informations avec les factures et mes signatures, qu'est-ce que j'obtiens? En fait, j'ai une chaîne de blocs avec toutes mes dépenses datées et signées. Et cette chaîne-là, qui est cryptographiée, en fait, on ne peut pas la changer. Pourquoi c'est intéressant? Donc, vous avez une chaîne avec des numéros à 2 chiffres. Pourquoi c'est intéressant? Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, c'est moins volumineux. Donc, je peux me transporter avec tout simplement ces 4 chiffres, plutôt que d'avoir toute ma facture sur moi, j'ai juste ces chiffres-là. Alors, c'est intéressant sur Internet parce que je peux, puisque c'est relativement léger, je peux en fait partager avec tout le monde. Tout le monde peut stocker ces chiffres quelque part. Donc, si je veux en fait tricher
et je veux introduire des dépenses qui ne sont pas là, ou mettre une signature de quelqu'un d'autre, en fait, je dois convaincre tout le monde qui a partagé, qui a stocké en fait, ces chiffres-là. Donc, c'est en fait pratiquement impossible. Donc, qu'est-ce que ça permet, ces technologies blockchain? Ça permet de partager en fait, un enchaînement de blocs avec, par exemple, les factures, avec tout le monde, et du coup, de lier de manière inextricable, indissociable, en fait, un titre, par exemple, un titre financier et son propriétaire, ou une facture et une signature. C'est très intéressant parce que, par exemple, ça peut être utilisé pour une monnaie virtuelle, une monnaie privée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces différents blocs représentent des dépenses. Donc, si je sais combien d'argent j'avais au début, puis je regarde la chaîne et je vois combien j'ai dépensé. Et donc, je peux très bien tenir compte en fait, de toutes mes dépenses. Et j'envoie cette chaîne à tout le monde, donc tout le monde peut vérifier. Donc là, je n'ai plus besoin de banque, de bourse, de courtier, de qui que ce soit, pour garantir que je suis bien le propriétaire de mes dépenses. Enfin, évidemment, je peux mettre autre chose dedans. Je peux mettre, par exemple, les conditions de contrat exécuté. Et donc, je peux voir que le contrat 97 a été exécuté, et ensuite, on a exécuté le contrat 08 et le contrat 43, etc. Donc, je peux mettre un peu, presque n'importe quel contrat dans cette technologie blockchain, et je peux la partager avec tout le monde, ce qui assure la sécurité, en fait, de ces contrats. Enfin, c'est-à-dire, je peux vérifier, n'importe qui peut vérifier ces contrats. Évidemment, ça pose un problème avec GDPR, dont on va parler à la Global Week dans quelques semaines, parce que, en fait, n'importe qui peut regarder quelles sont les informations dans cette chaîne. Bon, je peux expliquer ça plus tard dans les détails. Donc, pour résumer, la blockchain permet d'inextricablement, indissociablement lier un titre à son propriétaire. Et donc, on peut, par exemple, créer un site Internet et offrir ces coins. Okay? Des espèces de monnaie virtuelle ou des contrats. Quand on achète ce coin, en fait, on devient propriétaire, on met ça dans la blockchain et en fait, tout le monde peut voir que je suis maintenant propriétaire de ce coin-là. Donc, je peux utiliser ça, ces techniques, pour financer mon projet d'entreprise. Je crée un site Internet, j'offre des coins et les gens me donnent de l'argent. Et ils savent très bien qu'ils sont propriétaires de ce coin. Mais alors, la question devient, qu'est-ce que je mets dans ce coin-là? Et aussi, quel est le projet derrière cette entreprise? Puisque sans banque, sans courtier, sans bourse, plus personne ne garantit l'évaluation en fait, de mon projet d'entreprise. Donc je peux dire que ça vaut 10 millions et les gens vont me donner 10 millions. Mais personne ne garantit la vraie valeur. Bon. C'est génial et ça mobilise énormément de capital. En effet, les ICO, donc l'offre au public des coins, en fait, des pièces de monnaie virtuelle, a mobilisé plus de 5 milliards de dollars, sachant que tout a vraiment commencé en août ou en septembre. Donc en quelques mois, on mobilise 6 milliards de dollars pour des projets d'entreprises qui, sans ces ICO, n'auraient jamais levé de fonds, ou presque jamais. Donc il y a beaucoup de projets qui n'auraient jamais vu le jour sans cette technologie. On a à peu près 500 projets qui fonctionnent et en moyenne, ils ont levé 12 millions de dollars, ce qui est quand même énorme, beaucoup plus. Beaucoup plus, pardon, mauvais bouton, beaucoup plus que si je demande simplement à mes parents pour financer ma soirée. Je peux offrir des tokens aux gens et financer une énorme soirée aux jeux d'hiver, par exemple. Bon, donc vous voyez quelques statistiques. C'est intéressant aussi pour les investisseurs parce que, en fait, on a des retours sur investissement très importants, de plus de 1200%. Ça veut dire 12 fois. Okay? Je donne $1 ou €1 et j'obtiens 12 €. Bon, c'est peut-être pas beaucoup, mais si je donne 1 million, ça fait 12 millions. Là, ça fait beaucoup. OK. Donc, je vous explique un peu, par exemple, un exemple de Tezos, un exemple d'un ICO, d'un projet d'entreprise qui s'est financé par un ICO. Et là, très clairement, on voit qu'il y a un problème avec, j'appelle ça un problème d'hallucination collective. Parce qu'en fait, à code égal, on peut y voir plein de choses très différentes.
Je vous explique. Donc, comment ça a fonctionné? En fait, le projet d'entreprise de Tezos était la vérification formelle des smart contracts. Smart contracts, ce sont les contrats automatisés qu'on met dans la blockchain. Okay. Mais le problème, c'est la vérification formelle. En fait, c'est un problème des programmeurs qui vont vérifier si le code fonctionne bien. Donc, on a un logiciel, on émet des chiffres dedans, on veut s'assurer que le résultat est toujours bon. Okay. Donc, ça, c'est la vérification formelle qu'on fait par les tests, le bêta testing, par exemple, aussi. On veut vérifier que le logiciel fonctionne bien. Sauf que ça, c'est un peu impossible à l'heure actuelle. Il faut toujours des gens, des personnes qui vérifient, qui vont formellement vérifier le code. Donc, pour l'instant, un projet qui est impossible. Et ce projet n'est pas présenté dans un prospectus de 500 pages, mais dans un document de 15 pages, 18 pages, pardon. Okay, donc, une description assez brève. Ensuite, on dit que dans cette communauté Tezos, qui sera gérée par les smart contracts, okay, on va payer avec les Tezos pour vérifier formellement ces contrats. Okay, donc, en fait, Tezos sont une monnaie virtuelle pour payer les services dans la communauté Tezos. Okay, mais, donc, on peut déjà y voir tout simplement un code, une blockchain, mais on peut aussi y voir une monnaie privée pour payer les services. Sauf que, en fait, on peut voir ces Tezos aussi comme des coupons de participation à la communauté Tezos. Okay? C'est comme la loterie. J'achète en fait un titre avec lequel je peux jouer le jeu. C'est exactement la même chose. Donc déjà ici, on voit trois choses différentes. Sauf que, qu'est-ce qu'ils font? En plus, avant même d'avoir un projet, ils disent, bon, je vais vendre ces Tezos qui vont vous permettre de participer à la communauté Tezos un peu avant, parce que j'ai besoin d'argent. Et ensuite, je vais créer le projet. Donc, il n'y a aucun projet, mais on a déjà une monnaie virtuelle et il lève 232 millions de dollars. Énormément d'argent. Et il n'y a toujours pas de projet. Donc, ça, c'est vraiment hallucinant. Donc, mais qu'est-ce que ça devient, en fait? Ce coupon de participation à une communauté, qui est aussi une monnaie privée, en fait, devient tout d'un coup un produit financier spéculatif. Parce qu'on va financer un projet futur dont on ne sait pas s'il va aboutir à quelque chose ou pas. On lève 230 millions de dollars, qui est énorme même pour la finance traditionnelle, en fait. Vous voyez, bon, ça c'est des chiffres, les médianes, en fait, mais disons que c'est à peu près comme plus ou moins la moyenne, mais bon, autour de 100 millions, on lève avec une introduction en bourse aux États-Unis, on lève à peu près 100 millions de dollars. Ici, on a levé 230 millions de dollars. Bon, c'est génial aussi parce que maintenant, on a des bourses, des crypto-bourses, et donc je peux acheter les Tezos et les revendre 3 mois plus tard à quelqu'un d'autre. Okay? Et vous voyez très bien que le prix fluctue. Et qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois que le prix fluctue, je peux faire du profit. Donc, je peux acheter quand le prix est bas et je revends quand le prix est haut, ou inversement, en fait. Je peux... Non, c'est-à-dire que je peux spéculer sur le prix et sur la baisse du prix. Donc, peu importe si le prix va vers le haut ou vers le bas. Comme on dit en finance... Markets go up, markets go down, but we always make profit. Les marchés vont vers le haut, les prix vont vers le haut, les prix vont vers le bas, mais nous, on fait toujours le profit. Donc, en fait, c'est ça un peu, voilà, c'est ça un peu le projet de ICO. Si je résume, en fait, donc, on a un projet qui est probablement impossible. On crée une monnaie privée. On mobilise le capital des investisseurs un peu partout dans le monde, mais vraiment partout dans le monde, dans tous les pays. Sauf que là, c'est pour ça que je voulais parler de l'hallucination collective. En fait, ils ont utilisé ce problème d'hallucination pour faire de l'ingénierie juridique. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé une fondation écran, en fait, en Suisse, qui va gérer la communauté Tezos. Si je vends des chewing-gums et je crée une fondation pour vendre des chewing-gums, évidemment, c'est très clairement une fraude. Par contre, là, j'ai créé une fondation pour gérer la communauté. Ça veut dire pour assurer un intérêt public, un intérêt plus général de la communauté. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans une société, dans un contrat de société, on a juste les investisseurs et les entrepreneurs. Mais ici, on n'a pas juste les investisseurs et les entrepreneurs. On a aussi, les investisseurs sont aussi les utilisateurs. Donc, ce n'est pas simplement une société comme d'habitude, mais c'est une communauté
c'est l'expression qu'on utilise en anglais, on n'a pas simplement les shareholders, donc les actionnaires, mais on a tous les stakeholders, tous ceux qui ont un intérêt à ce projet-là. Donc on a une communauté. Donc c'est le problème qu'on a déjà vu avec les plateformes, les marchés bifaces, où en fait on est en même temps offreur, en même temps acheteur des services. Donc ils ont utilisé ce problème d'hallucination pour créer une fondation écran en Suisse, sauf que, évidemment, si on fait une donation à une fondation en Suisse, on ne peut jamais récupérer les fonds. Okay? C'est normal parce que la forme juridique de fondation avant été utilisée au Moyen-Âge, par exemple, pour financer les hôpitaux. Et donc, quand quelqu'un de riche a fait une donation à une fondation pour, par exemple, financer un hôpital, okay, il fallait s'assurer, il fallait éviter qu'il reprenne l'argent 10 ans plus tard. Okay. Et donc, on utilise la fondation. Et donc, les utilisateurs, ceux qui ont acheté la Thesis, ils ont fait une donation, ils ne peuvent pas récupérer de l'argent. Cette fondation va simplement gérer la communauté, mais pour implémenter toutes les nouvelles idées, par exemple, dans la blockchain, ce n'est pas la fondation qui fait ça, c'est une entreprise privée. Donc, on va payer quelqu'un pour implémenter les nouvelles idées dans la blockchain. Et c'est comme ça qu'ensuite, ils récupèrent l'argent de la fondation, alors que les investisseurs ne peuvent pas récupérer leur argent. Évidemment, puisque le projet n'a pas abouti, et il est probablement impossible, on a maintenant 3 actions collectives aux États-Unis et on attend encore les résultats. Mais vous voyez, c'est très intéressant parce finalement, on a une fondation en Suisse. L'entreprise privée, je pense qu'elle est américaine aussi, si je ne me trompe pas. Et donc, on a introduit les actions collectives, mais n'importe qui, puisque les investisseurs se trouvent un peu partout dans le monde, ces investisseurs pourraient introduire les actions contre la Fondation Tezos un peu dans n'importe quel pays du monde, ce qui pose évidemment énormément de problèmes. Voilà, donc très joli, ça mobilise énormément de capital dormant, énormément d'épargne, sauf que 76% d'ICO de cette année ont déjà échoué. Ça ne marche pas. Et donc, on a de très jolis projets, mais finalement, ces projets n'aboutissent à rien. Ou même, on a beaucoup de cyberattaques. Donc, plus de 10% en fait, de capitaux levés ont été finalement volés par des cyberattaques. Mais quel problème? Le vrai problème, c'est surtout que, en fait, on a un projet qui est décrit sur une dizaine de pages. Et donc, personne ne peut savoir si ça va vraiment aboutir. Donc, n'importe qui peut présenter un projet, construire une blockchain, et ce n'est pas si difficile que ça, puisque maintenant, le code, les programmeurs, en fait, ils partagent le code sur des sites, sur des bases de données publiques, et donc, pratiquement n'importe qui peut utiliser cette technologie et juste rajouter, imaginer une autre communauté, et donc lever les fonds. C'est bien parce qu'on mobilise beaucoup de capital sans précédent, mais c'est difficile parce que c'est difficile de prévoir c'est mauvais parce que c'est difficile de prévoir la faisabilité des projets. Alors c'est intéressant, ça vient d'un document de l'AMF, le régulateur financier français, qui, dans son document, qui a initié un programme pour en fait évaluer et réglementer les ICO. Mais ils ont appelé ce programme le programme Unicorn, licorne. En fait, licorne, c'est une expression pour les entreprises qui ont plus d'1 milliard de dollars de capitalisation, pour les grandes entreprises. En fait, en Europe, on en a une dizaine, alors qu'aux États-Unis, on en a une centaine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les régulateurs français ne veulent pas, en fait, vraiment réguler les ICO. Ils ne veulent pas interdire les ICO. Ils ne veulent même pas vraiment les réguler parce que ça va freiner le développement de ces projets-là. Voilà, donc on a un problème parce que les régulateurs ne veulent pas, en fait, réguler parce qu'on a besoin du capital dormant, donc pour les petites et moyennes entreprises. Donc le problème ici, la perte, c'est quand on se déplace d'une évaluation ex post. Par exemple, Facebook, en 2012, avait déjà 800 millions d'utilisateurs actifs par mois. Donc, ils avaient déjà des revenus, en fait. Ils avaient déjà une visibilité.
Alors que maintenant, on a des projets décrits sur une dizaine de pages et personne ne sait si quelqu'un veut vraiment les utiliser. Donc, puisqu'on peut halluciner de manière diverse et variée sur la blockchain, évidemment, les qualifications juridiques sont très variables. Et comme dit la SEC, Securities and Exchange Commission, qui est le régulateur le régulateur financier américain, la qualification juridique du code blockchain va dépendre en fait de l'usage, des effets qu'on en fait. Donc évidemment, vous avez vu, on pourrait utiliser ça comme un coupon, comme une monnaie privée ou comme n'importe quel contrat finalement. Le régulateur français aussi nous dit qu'il pourrait en fait appliquer la régulation financière actuelle. C'est tout à fait possible, avec un peu d'imagination, mais pas tant que ça. Mais cela pourrait freiner le développement de la nouvelle technologie. Donc plutôt que d'essayer d'appliquer cette réglementation financière existante, on va essayer de créer de nouvelles lois pour continuer avec les ICO. Sauf qu'en attendant, évidemment, on a des sites qui évaluent en fait ces projets ICO. Donc, en absence de régulation publique, on a la régulation privée. Donc, on a des indicateurs ici, vous voyez, des projets ICO. On nous dit combien de fonds ils ont déjà levé, est-ce que le projet est bon, les gens peuvent voter sur le projet. Donc, la régulation, pour l'instant, s'est substituée à la régulation publique. Évidemment, ceux qui ont des vrais projets, parce qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment très intéressants et qui sont bons, où derrière on a des vrais experts en fait, ces gens-là, ils écrivent des manifestes comme celui-là que vous pouvez voir, c'est dans leur intérêt en fait d'éviter ce qu'on appelle les scams, donc les arnaques. Du coup, ils créent des sites qui évaluent tout ça. Bon. On a déjà les premières prémices donc, d'une nouvelle régulation que j'ai plus ou moins déjà expliquées. Les ICO, donc la technologie blockchain, peut être utilisée soit simplement pour payer. Ça, c'est l'exemple, par exemple, de Bitcoin, où on peut payer les choses avec les coins. Et ça, c'est simplement, en fait, une monnaie virtuelle. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est d'utiliser la blockchain pour des coupons de participation, comme la loterie. Donc ça, c'est Utility ICOs. Et troisièmement, on peut utiliser la blockchain pour créer des titres financiers de toutes sortes. Et dans ce cas-là, on aura donc la régulation financière traditionnelle qui va s'appliquer. Voilà. Pourquoi veut-on réguler? Évidemment, la régulation diminue les risques, en fait, l'incertitude, et donc ça attire du business. Donc on a là maintenant en fait une énorme compétition entre les régulateurs financiers de partout dans le monde pour attirer en fait le plus de capitaux dormants. Donc on a par exemple un canton suisse, c'est même pas toute la Suisse, mais c'est un canton, une vallée perdue vraiment dans les Alpes, qui a créé une législation pour attirer les ICO. Donc, on a un petit canton, une petite vallée qui est en fait en concurrence directe avec New York Stock Exchange, par exemple. C'est énorme. C'est vraiment incroyable. Donc, maintenant, tout le monde utilise cette expression. Tout le monde veut devenir crypto-friendly country, un État. Bon, si je résume, en fait. La blockchain, on n'a plus le magicien, on n'a plus que sa main invisible. La blockchain, c'est une technologie en fait, qui permet d'associer les investisseurs d'un côté et les entrepreneurs de l'autre côté, sans passer par les intermédiaires. Et aussi, cette technologie peut être véhiculée par Internet, et donc on peut mobiliser le capital de tous les épargnants partout dans le monde, et n'importe qui dans le monde peut devenir un entrepreneur en moins d'une semaine. Évidemment, là, les régulateurs financiers commencent à s'intéresser de plus en plus sérieusement. Donc, ils ont plusieurs options pour réguler ces problèmes-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de fraude. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Même si la technologie blockchain permet de créer des projets où les utilisateurs sont complètement anonymes, on peut quand même s'asseoir
comme on le fait d'habitude, sur les bourses, sur les gatekeepers, les points de contrôle, pour que eux, en fait, ces bourses-là, c'est pour qu'elles demandent en fait les informations sur l'identité des utilisateurs derrière, et peut-être éventuellement plus tard pour assurer un peu l'évaluation des projets d'entreprise. Et par contre, les banques centrales, pour l'instant, n'ont pas fait grand-chose, mais il y a beaucoup d'avis qui sortent tous les mois presque. Et la Banque centrale européenne prépare un nouveau document qui va sortir d'ici un mois. La question se pose donc, on a une mobilisation de l'épargne à l'échelle globale, c'est peer-to-peer, donc sans intermédiaire, mais en même temps, ça crée énormément de risques systémiques, parce que si on perd 6 milliards de dollars, les utilisateurs qui achètent ces coins vont se mobiliser aussi. Donc il faut protéger les investisseurs. Donc ça, c'est la partie blockchain, ICO. Mais donc pour conclure, on a vu que en fait, suite à la crise et suite à un besoin de financement de l'économie, suite à un ralentissement des financements, on a vu un nouveau modèle se développer au niveau du secteur financier. Et comme on l'a vu au départ, un peu à l'ombre de la législation, ou en tout cas dans des domaines où la législation n'était pas encore existante. Et cela va poser un certain nombre de questions sur comment réguler, sur est-ce qu'il faut réguler, et si on le fait, comment est-ce qu'il faut le faire, avec une sorte de dilemme réglementaire. D'une part, on veut faciliter l'accès au financement, donc on veut permettre aux liquidités, au capital de circuler pour financer l'économie réelle. Mais d'autre part, on sait que les nouveaux types de financement créent un certain nombre de risques, des risques qui sont nouveaux et moins nouveaux, et qu'il faut pouvoir éviter ou en tout cas limiter. Dans cette conférence, on aura en particulier analysé deux modèles, donc le crowdfunding qui est déjà ou qui est en phase d'être régulé, et d'autre part les ICO, où il y a des initiatives régulatoires émergentes, donc des nouveaux types de régulation, mais où la réglementation financière générale s'applique aussi. Il ne faut pas croire que c'est un monde où il n'y a pas de réglementation du tout. Il y a clairement la réglementation des titres s'applique. Voilà. Donc, ce sont des enjeux sociétaux actuels. C'est très intéressant parce qu'on mobilise énormément de capital, mais évidemment, il y a beaucoup de fraude et de pertes, et donc ce sont des enjeux sociétaux actuels très importants qui méritent un débat public. Nous pouvons maintenant passer à la session de questions et réponses.